Professeur Raoult, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur votre compte X et j'y ai vu une remarque sur justement l'affaire Epstein qui montre, dites-vous, un marais glauque où nagent des crocodiles avec les figures les plus puissantes du monde qui sont aujourd'hui, eh bien, qui sont qui ont une visibilité dont il se serait, à mon avis, bien passé dans cette affaire Epstein. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous inspire et quelle est votre analyse de ce scandale mondial et planétaire? J'en découvre de jour en jour. Alors, je sais pas par où commencer. Comment vous dire? Vous savez, ça fait un moment que j'essaie d'expliquer qu'il faut essayer d'être assez lucide. Il y a un certain nombre de choses en quoi on croyait, nous en particulier, les scientifiques, dont on voit petit à petit qu'elles se sont littéralement effondrées. Leur valeur, leur signification s'est effondrée. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui sont assez bien révélés par cette histoire Epstein. Vous savez, j'ai été très frappé sur beaucoup de ces choses. Je n'avais pas d'opinion. C'est très rare que j'ai une opinion sur quelque chose pour lequel je ne suis pas directement concerné et sur quoi je n'ai pas eu le temps de travailler. Je me suis rendu compte assez rapidement que quand je parlais de choses que je ne connaissais pas, j'étais comme tout le monde, je disais des bêtises et donc j'essaie d'éviter de le faire. Il me permet de me moquer des gens qui s'expriment assez souvent sur les chaînes télévisées. Et donc, j'ai été très surpris de voir comment le fait simplement de faire mon métier et d'utiliser la connaissance que j'ai accumulée dans mon propre domaine pouvait déclencher, si vous voulez, des réactions d'une telle violence. Comment c'était possible? Alors, j'ai fini par comprendre, bien sûr, que je me heurtais à des enjeux qui dépassaient l'entendement. Quand on parle de centaines de milliards, là, on joue dans un jeu moi, dont je ne connais pas les règles. Et je me suis rendu compte à cette occasion du point auquel, d'abord, la littérature scientifique était devenue un objet manipulé au même titre que tous les médias. C'est ça. Mais je viens simplement, très récemment, là, de voir à partir de quand c'est parti. Alors, c'est parti pour vous dire, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas, je ne perds pas notre sujet. Non. Ça a commencé avec le père Maxwell. Alors, le père Maxwell, à la sortie de la guerre, est rentré chez Springer. Springer, c'était une boîte d'édition qui avait assez peu de diffusion, mais c'est intéressant parce que Springer fait partie, c'est le consortium de littérature scientifique qui m'a le plus persécuté ces 4 ou 5 dernières années. Springer a depuis acheté le groupe Nature. J'ai eu l'occasion de dire qu'ils sont financés en partie par KKR, qui est un fonds de pension dont un des administrateurs manipule déjà la presse française, puisque c'est Niel que je retrouve là. Et donc, parmi les gens qui me crachent dessus, Niel est souvent au premier rang des gens qui me crachent dessus. Je ne sais pas s'il lui crache, mais en tout cas, il est dedans. Et après avoir pris et avoir été initié à la publication scientifique, qui, à l'époque, était quelque chose qui, sur le plan économique, était entièrement marginal. On ne gagnait pas beaucoup d'argent à faire ça. On se met là dans les années 50. Et puis Maxwell va en Angleterre et il commence à créer, il comprend que ça va être en réalité un avenir financier absolument extraordinaire. Et il va créer une boîte de presse à partir d'un truc qui s'appelait Springer au départ aussi, Pergamon. Et ce Pergamon va devenir énorme, en publiant des centaines de livres. Il achète le Lancet, quand même. C'est lui qui a le Lancet à ce moment-là, d'accord. Puis il fait, vous savez, 2 faillites successives parce qu'il avait bouffé tous les fonds de pension de ses employés. Et donc, il finit par le revendre. Je crois que c'est 440 millions de livres, si vous voulez, à Elsevier, qui, du coup, fait, avec l'évolution qu'on a vue
de notre monde, du capitalisme mondial, qui est de créer des géants. Et donc, ça rentre dans un géant qui est Elsevier, qui commence à faire. Et puis, euh, euh, comme c'est devenu purement des affaires financières, Nature va décliner. Maintenant, il y a 10 ou 15 journaux de Nature. Alors, si vous dites le réchauffement climatique, tac, il y a Nature réchauffement climatique. Donc, de la même manière, et donc, bien sûr, vous créez des trucs qui sont indéboulonnables, puisque maintenant, il y a tout un monde autour de ça, hein, qui s'est créé, et vous ne pouvez pas le détruire, parce qu'une fois qu'il existe, il y a des centaines de gens qui vivent de ça, quand même. Hein. Et pareil, sur le Lancet, vous allez décliner tous les Lancets possibles et imaginables. Et ces trucs sont de plus en plus gros et ont une emprise absolument considérable. Et ce cartel même arrive en France à faire payer le cartel. C'est-à-dire que quand vous êtes maintenant scientifique, vous n'avez pas besoin de payer si c'est dans le cartel parce que l'État a payé dans le cartel. D'accord ? D'accord. Le cartel. Donc, si vous payez, vous voulez publier dans un autre journal chinois, indien, ou qui ne fait pas partie du cartel, le scientifique ou l'université doit payer. Et l'université souvent dit non, moi je veux pas payer parce qu'on paye déjà pour le cartel. Et donc vous avez une obligation. Donc il s'est créé, ça s'appelle les accords Couperin. Il s'est créé un système dans lequel vous êtes prisonnier du cartel, d'accord. Ce qui a été très clairement identifié par Kennedy, qui dit attendez, il y a un cartel qui a pris le pouvoir et c'est des menteurs, c'est des vrais menteurs. D'accord. Donc c'est intéressant de voir où ça remonte. C'est toujours intéressant de connaître les racines des choses. Donc, et effectivement, on découvre que cet accès à la science, qui est un des financements, je voudrais vous rappeler le budget de la recherche. Les gens disent Oui. le budget de la recherche en France, c'est supérieur au budget de l'armée. Hein. Donc l'argent qu'on met là-dedans est absolument colossal, c'est considérable. Et le Lancet a en général une rentabilité qui se trouve entre 30 et 35 %. Je ne sais pas si vous croyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont une rentabilité annuelle de cette nature. Ça n'existe C'est pas mal. Donc les deux trucs qui sont les plus rentables actuellement, c'est l'industrie pharmaceutique qui, à 90 % vend des produits dans le 21e siècle qui ne servent à rien. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils remplacent des produits qui marchaient très bien, mais que petit à petit, on élimine du marché. Vous voyez bien, il y a des médicaments qu'on n'arrive pas à trouver qui marchent aussi bien que des anticorps monoclonaux qui coûtent 5 000 € le traitement. Hein. Mais si on ne les élimine pas, personne ne va utiliser les nouveaux médicaments alors qu'on est très bien traité depuis 20 ans avec des médicaments. Vous voyez ? Donc, ces deux systèmes-là sont des systèmes qui sont le capitalisme le plus déchaîné qui soit. Et tout en faisant croire que c'est pour le bien de l'humanité, ce qui est un énorme mensonge. C'est pas du tout pour le bien de l'humanité, c'est pour faire le fait. Et on ne les juge pas du tout pour faire. Et puis, donc, ça, on a vu ça avec le monde des publications scientifiques. Après, on a vu ça, et donc, Stein a commencé à avoir des liens avec ça, et à essayer de comprendre avec ça comment ça marchait. Et vous savez que c'est en train de sortir. Epstein s'est payé un nombre de scientifiques incroyables, dont l'un tout à fait extraordinaire qui s'appelle Nathan Wolf, qui dans le monde médiatico-scientifique passe pour un grand virologue. Moi, je ne le connaissais même pas, il n'a jamais rien trouvé. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il est passé dans le Time au bras de Madame Maxwell comme étant une des personnalités les plus importantes de l'année. Il a reçu des dizaines de millions à la fois de Gates et de Epstein, si vous voulez, pour donner des conseils, et il est consultant à Davos. Vous voyez ? Donc, il y a tout un espèce... À la fin, les gens vont finir par ne plus pas me croire. Ils n'auront pas tort, d'ailleurs. Quand on dit qu'on est quelque chose ou qu'on n'est pas quelque chose, généralement, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'en principe, on n'a pas besoin de le dire. Mais moi, je suis très peu méfiant de nature, si vous voulez. Et donc, quand vous me montrez comme ça une architecture, cette nature-là, j'en suis stupéfait. Mais c'est ça qu'on voit avec Epstein. Après, qu'est-ce qui nous restait comme image ? Le Nobel, eh bien, vous voyez que le Nobel, en réalité, Gates était en train de magouiller avec Epstein pour rentrer dans les petits papiers du Nobel de Jargland, là, qui donne le prix Nobel de la paix, et après il leur dit que c'est pas vrai, comme on a une photo où on les voit tous les trois. Et ça, dans les principes d'éthique du Nobel, c'est interdit. Quand quelqu'un est nominé une fois dans les listes du Nobel, eh bien les membres du Nobel n'ont pas le droit de le rencontrer parce que ça s'appelle du conflit d'intérêts.
Mais on voit bien que l'éthique, là, en Norvège, elle est partie en écodouille. Hein. Ah, Le Jagland, là, qui était Premier ministre socialiste, directeur du prix Nobel, ouais. ancien secrétaire de l'Union européenne, eh bien, mon Dieu, ça y est, là, il est un peu éjecté. Celui qui est l'autre Norvégien, ancien ministre, qui était le directeur de Davos, du Forum économique et mondial, le grand ami de Gates. Et donc, vous comprenez, sans vouloir, en essayant de ne pas devenir paranoïaque, que cette intoxication permanente de Davos sur l'épidémie qui va venir, dont on sait maintenant que Epstein en parlait avec ce Nathan Wolf, qui était le conseiller et qui travaillait pour Gates, si vous voulez. Tout ça c'est une mayonnaise qui est montée petit à petit pour nous préparer à une terreur de quelque chose qui ne justifiait pas une terreur pareille. Et la seule chose à justifier, c'est que c'était une catastrophe économique. Hein. Donc c'est assez terrifiant en réalité. Donc on voit que en réalité, la science est entièrement minée maintenant par ces gens dont l'objectif, bien entendu, n'est jamais que de faire de l'argent et avec des idées fantasmagoriques. D'ailleurs, comme le destin où Dieu se moque du monde, ce Epstein qui avait investi lui aussi dans le transhumanisme, qui est encore une autre grande folie, est mort plus jeune que les autres, finalement. Ça ne lui a pas servi. Il finançait aussi Atia, qui était un grand spécialiste de la longévité chez l'homme, qui explique que tout le monde va vivre jusqu'à 150 ans. Donc il y a toute une bande de fous là-dedans, si vous voulez, dans le transhumanisme, associé avec les trucs de Epstein qui payait un type en Allemagne qui s'appelle Bach, qui ressemble au nazisme, hein, qui ressemble à, ce qui est un paradoxe, mais qui est comme ça, à faire des enfants qui seraient des surhommes dans son ranch aux États-Unis, plus C'est Bach ça. qui avait des projets d'eugénisme, vraiment, hein, des projets d'eugénisme. Donc, si vous voulez, c'est une horreur ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir que toutes nos valeurs scientifiques sont toutes dégradées depuis le prix Nobel jusqu'aux publications scientifiques, en passant par la signification scientifique. Et donc, on voit que tout ça, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est plus du tout de la science, c'est des cinglés puissants parce que, honnêtement, moi, je sais bien, je crois comme beaucoup que les humains ne changent pas beaucoup. Donc, l'auto-jouvence, c'est pas d'hier que ça date, que les gens imaginent qu'ils vont trouver quelque chose qui va les faire vivre jusqu'à 120 ans et qui meurent en prison dans des circonstances particulières pour leur apprendre que c'est pas si simple que ça le destin. L'eugénisme ou le surhomme, c'est pas non plus des choses qui sont très nouvelles. Je conseille à ceux qui sont plus jeunes que moi, quand j'étais jeune, moi j'avais lu un livre de Boris Vian qui s'appelle On tuera tous les affreux. C'est exactement la même histoire. On va prendre que des beaux et intelligents, on va leur faire des enfants dans une île et puis c'est eux qui domineront le monde. Si vous voulez, il avait dû lire ça dans sa version pseudo-américaine sous le nom de Vernon Sullivan, Epstein. Donc c'est terrible ce qu'on aperçoit, même si on sait bien que les gens truquent un peu, tripotent un peu. Là, cette ampleur-là est une ampleur qui pose des questions. Et une des questions majeures, pour moi, hein, Oui. et depuis longtemps, c'est, je pense qu'il faut aller plus loin. Déjà, il faudrait commencer par la loi anti-monopole, mais il faut aller plus loin que la loi anti-monopole. Il faut casser ces cartels. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait quelqu'un, bien ou pas bien, qui possède 25% de l'information en France. Donc, je pense que c'est même pas 50%. Je pense que c'est pas bien qu'il y ait quelqu'un qui ait plus de 10% de l'information. Je pense que tous ces trucs gigantesques, de toute manière, sont tous en déroute. Ils sont tous en faillite. Moi, je vois dans les hôpitaux à un moment où la Cour des comptes, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, la Cour des comptes, parce qu'à force d'y mettre les copains là-dedans, malheureusement, j'entendais la fin de du commentaire de votre interlocuteur précédent. Malheureusement, il y a des structures de contrôle, dont certaines à la Cour des comptes, ça existe depuis la monarchie absolue, hein, mais qui sont petit à petit transformées en greniers à rater, dans lequel on fout tous les types dont on ne sait pas quoi foutre,
ou en espérant, d'ailleurs c'est une grande naïveté, il faut le dire à Macron, vous savez, les humains étant ce qu'ils sont, vous les nommez, ils font semblant de vous obéir tant que vous avez les ficelles. Dès que vous n'avez plus les ficelles, il ne faut pas non plus s'inquiéter. La membre de Montchamin, elle fera un peu ce qu'elle veut dès que Macron soit parti. Hein. Les humains sont comme ça. De ça, j'ai une très grande expérience. Vous nommez des gens, vous croyez que quand vous tenez plus les ficelles, ils vous seront, ils continueront à vous être loyaux, mais c'est une fantaisie, c'est une méconnaissance des humains et de l'histoire. De la nature humaine, oui. Ah oui. Non, ça ne dure pas. Mais cela étant, c'est embêtant parce qu'à force de mettre des gens qui n'ont pas la compétence pour le faire, pas la nature pour le faire, tous les filets, on saute, on n'a plus de filets. Et donc, j'ai rencontré à peu près tous ces grands corps de l'État qui sont censés effectivement vérifier les données de l'État. Moi, je peux vous dire, j'ai reçu pour la Cour des comptes, pendant 2 jours, les gens de la Cour des comptes qui faisaient une enquête à l'époque sur les maladies infectieuses. Je peux vous dire que j'aurais donné beaucoup de documents. Je peux vous dire qu'ils ont éliminé mon contact, tout ce que je leur ai dit, ils ont fait quelque chose sur les maladies infectieuses sans inclure l'IHU de maladies infectieuses, qui était le truc le plus puissant au monde. Donc c'est intéressant, vous voyez. Donc c'est ça le sommet de la régulation française, c'est ça. Donc c'est extrêmement inquiétant. C'est extraordinairement inquiétant. Vous voyez, quand on voit qu'on a mis au Conseil d'État Yves Lévy, puis Buzyn. Yves Lévy, il avait fini par être viré parce que quand même, ça faisait rire le monde entier en termes de conflit d'intérêts d'avoir le directeur de l'INSERM qui était le mari de la ministre de la Santé, qui était sa patronne. Ça n'existe pas, des choses comme ça. Vous vous rendez compte, ce pauvre Fillon, on l'a engueulé parce qu'il avait sa femme qui était son assistante parlementaire. Et là, il a fallu qu'il y ait un scandale international pour qu'il soit viré, ce Yves Lévy. Donc tout ça, il y a une dégradation des mœurs. Alors, il y a une dégradation des mœurs, il y a une absence. C'est pas qu'on manque de contrôle. Sur les petites choses, on est surcontrôlé. On n'arrête pas. Regardez, vous parliez de l'agriculture, vous discutez avec les viticulteurs, ils en peuvent plus des visites de la douane. C'est inouï. On a l'impression que le plus important de toute la viticulture, c'était que les douaniers contrôlent que les bouteilles sont bien toutes répertoriées. C'est délirant. Enfin, c'est pas normal. Mais en revanche, au niveau le plus élevé, là, tout ce qui était l'architecture qui servait à être un vrai contre-pouvoir, ce qui est une vraie chose. Moi, je pense que les 2 problèmes majeurs actuellement, c'est la dimension des choses, d'une part, et d'autre part, l'absence de contre-pouvoir. Voilà. Et donc, le fait que les pouvoirs se marchent les uns sur les autres. Par exemple, je me mêle de quelque chose qui ne me regarde pas, mais j'aime bien le droit formel. Je m'intéresse beaucoup au droit formel et à l'origine du droit, la phylogénie du droit. Dans ce qui est à la mode maintenant, et je vous prie de croire que ce n'est pas pour un côté ou pour l'autre, c'est pour les deux, que le législateur se mêle de qui a le droit d'être élu et qui n'a pas le droit d'être élu, est un abus de pouvoir. Vous voyez, moi, je n'ai rien contre le fait qu'on mette en prison des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas normales, y compris quand ils ont été présidents de la République, y compris quand ils ont été premiers ministres, ça m'est égal. Mais qu'on dise maintenant qu'ils ont fait leur peine, vous n'avez pas le droit de voter pour lui, ça, c'est de venir empiéter sur le principe même de la démocratie. Donc l'inéligibilité est quelque chose qui, à mon sens, ne relève pas du droit législatif. Voilà, je pense que... Oui, alors que vous avez des personnes qui pensent le contraire, hein, qui disent si vous avez un casier judiciaire, vous n'avez pas le droit de vous présenter à une élection. Oui, mais après, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a un casier judiciaire et qui dirige Le Monde, Le Washington Post, Le Nouvel Observateur, et personne n'y trouve à redire. Hein. Donc, c'est ce qui représente un pouvoir qui est autrement important que celui d'être un élu municipal, quand même. Hein. Ou d'aller voter, oui. Je pense que, et ça, c'est pas le peuple qui décide. Hein. Donc, ces édiles, ça, c'est le principe même de la démocratie. Donc, après, que la justice doive s'appliquer. Moi, en revanche, vous voyez, je suis absolument hostile à la haute cour de justice parce que je ne vois pas pourquoi un ministre serait jugé par les siens plutôt que par la justice comme chacun des justiciables. Vous voyez, je trouve qu'un ministre doit être jugé par
des juges, comme d'habitude, partout, etc. La séparation et de prendre garde à ce que les procureurs ne soient pas nommés par le pouvoir en place, c'est une chose qui est importante, même si, encore une fois, je suis bien convaincu que les procureurs n'obéissent que le temps où celui qui les a nommés est encore au pouvoir. Mais il faut faire très attention. Je crois beaucoup à la séparation des pouvoirs et à la séparation des légitimités. Alors ça, je crois beaucoup à ça, et je pense qu'on manque beaucoup de contre-pouvoirs actuellement, et je pense que c'est extrêmement important. Et je suis, encore une fois, je pense ça, pareil, pour les nominations, vous voyez, des grandes structures, on a des structures uniques au monde, hein, de dimensions, de taille absolument incroyable en termes de recherche, comme le CNRS, c'est le plus gros machin au monde. Eh bien, je ne trouve pas ça normal que ce soit les politiques qui nomment ça. Vous voyez, je ne suis pas d'accord. Pas plus que pour l'INSERM. C'est pas des outils politiques, ça, d'accord. Il faut que la science. Après, le politique doit décider avec ce qui est politique, et puis il doit laisser un peu faire la science ce qu'elle doit faire. Donc, on a un véritable problème de qui est responsable de quoi, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, il y a un problème ingérable qu'on découvre maintenant, hein, mais qu'on a découvert plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. La taille, la dimension. Il y a une dimension au-delà de laquelle les hommes ne sont plus capables de gérer. Et on n'a pas les gens, on n'a pas les humains capables de gérer des choses pareilles. On ne sait pas le faire. Oui. Et donc, sauf à le diviser, à le couper, à faire des lois comme avaient commencé à le faire les États-Unis. Peut-être la loi anti-monopole, c'était ça, hein, c'était contre peu importe, mais enfin, en tout cas, c'était pour empêcher que quelqu'un ait plus de 50% du marché et puisse imposer ainsi seul. Eh bien, je trouve que nous sommes dans une situation dans laquelle la taille est trop importante et ça se décline aussi bien dans les médias que dans les hôpitaux, pour ce que je connais. Et plus c'est grand, moins ça marche. Voilà. Et donc, encore une fois, dans la Cour des comptes, il y avait une étude, pour une fois, qui était raisonnable. Ils montraient que c'est un peu facile, il faut reconnaître, mais enfin, donc ils arrivaient à le faire. Ils montraient que le degré de faillite était strictement corrélé à la taille. Plus c'est grand, moins ça marche. Et bien sûr, ce qui marche le moins de tous, c'est Paris. Vous voyez bien, les crises sont révélatrices comme ça. Vous voyez bien que Paris a été absolument incapable de gérer la crise du Covid. Absolument incapable. Ils n'étaient même pas capables de faire les tests PCR. Et ça avait été la même chose. C'est parce que les humains ne réfléchissent jamais. Et ça avait été la même chose à l'époque de la fantaisie, du bioterrorisme et des poudres. À Paris, il n'y avait pas un endroit où on pouvait analyser la farine pour être sûr qu'il n'y avait pas de bacille de l'anthrax dedans. Zéro. Il n'y a pas un hôpital où on pouvait le faire. Les techniciens, à la pitié, avaient menacé de faire leur droit de retrait pour ne pas manipuler quelque chose qui risquait d'être dangereux dans le service de microbiologie. Donc il faut voir le degré d'impréparation. Et là, on se remet à 2002, hein, 2001-2002. Donc rien depuis ça. Oui, si, on a fait un peu des P3, des choses comme ça. Après, en particulier, que j'ai fait un rapport là-dessus. Mais le degré d'impréparation est toujours le même. Et l'impréparation, ça veut dire qu'on oublie ce que sont les maladies. Les maladies, vous savez, c'est signe, diagnostic, traitement. Donc, il faut commencer par examiner les malades. Deuxièmement, il faut mettre en place les outils diagnostiques. Et troisièmement, il faut les soigner. Et les soigner, c'est pas seulement attendre les pilules miracles ou le vaccin miracle, c'est les soigner, parce que les gens ne meurent pas que de la multiplication d'infections, ils meurent d'insuffisance respiratoire, ils meurent d'hypercoagulation. Il faut les soigner. Et donc, toute cette stratégie de lutte, alors qu'ils s'excitent depuis des années à Davos, en disant les épidémies, rien sur l'organisation face à une crise n'a été préparé. Rien du tout. Voilà. Et donc, c'est frappant de dire, ben voilà, si ce qu'il faudra, voilà la préparation, c'est Gates dit, ben, il faudra raccourcir le temps de validation des vaccins. C'est le seul, comme ça, il pourra les vendre au bout de 3 mois plutôt que 6 mois. Donc, c'est un truc de fou, parce qu'on peut pas valider les effets à long terme de quelque chose si on les regarde pas, c'est pas possible. Vous expliquez juste toujours dans ce tweet avoir été vous-même harcelé par un milliardaire qui était lié à Epstein, c'est-à-dire Arnold. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce point aussi ? Si vous voulez, il s'est créé tout un monde dans le contrôle de la science
il s'est créé tout un monde qui est susceptible de vous harceler pour essayer de vous déshonorer, de vous exclure. Donc, si vous n'êtes pas bien sage, euh, ça ressemble beaucoup, si vous voulez, au zéro à l'infini. Ça ressemble beaucoup à ce que faisaient les communistes hein, du temps de Staline. C'est la même chose, si vous voulez. On vous dénonce et puis on vous dénonce une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Et donc il y a un site qui s'appelle PubPeer, très financé par ce Arnold, et qui a reçu un prix magnifique des Allemands associés avec Nature. Eux et Madame Bick, qui est une scientifique ratée qui voit dans les étoiles si mes gels ont dupliqué. C'est extraordinaire. Elle a écrit ça quand même. Elle a une interview en disant qu'elle avait vu dans les étoiles. Je vous suggère de le lire. C'est absolument, c'est extraordinaire. C'est vraiment dans Vanity Fair. Genre, scientifique interviewée dans Vanity Fair, il n'y a pas 36 000. Dans Vanity Fair, elle explique que ce qu'elle voit, elle voit en regardant les étoiles, elle voit que mes gels sont truqués. Donc, il faut le faire. Donc, c'est un truc. Et après, quand on a dit, alors, elle met ça sur PubPeer qui vérifie rien du tout, bien sûr. Et nous, quand on leur dit, on regardait les analyses de manière fine, regardez, c'est pas vrai. Les images dont vous trouvez qu'elles sont dupliquées ne sont pas dupliquées. On a fait ça même avec des microscopes électroniques qu'elle n'a pas. Enfin, c'est des outils, c'est trop sophistiqué. Elle regarde dans les étoiles. Mais vous n'avez pas à le changer. Toujours est-il que moi, j'ai subi un truc qui est absolument inouï, c'est-à-dire qu'il y a toute une petite bande là, qui a été appelée une bande de harceleurs, là, un petit gang. Ils ont réussi à mettre sur ce PubPeer des commentaires sur 800 de mes articles. Et essentiellement, d'ailleurs, sur des choses... Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, je les préviens, comme ça, ils sauront. Maintenant, je fais... Alors, il y en a 40, sur ces 800, il y en a 40 qui ont fini par déterminer une rétraction de mes articles, ce dont dans mon état de carrière, j'en ai rien à foutre. Et ces 40 derniers, d'ailleurs, très récemment, je me suis servi de l'intelligence artificielle pour dire, dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas légal ou qui n'est pas cohérent avec la législation française dans ces articles qui ont été rétractés? On en est pour l'instant pour 90% des cas, il n'y a strictement rien. Donc c'est juste faux, c'est pas vrai. Et alors c'est très bien parce que l'intelligence artificielle va nous aider, si vous voulez. Alors j'ai commencé à répondre ça, d'ailleurs souvent de manière assez désagréable, aux journaux qui me demandaient des trucs. Je dis écoutez, puisque vous n'avez pas d'intelligence naturelle chez vous, regardez l'intelligence artificielle, elle vous dira si on est dans le cadre de la loi ou on ne l'est pas. En particulier, les trucs qui ont beaucoup déchaîné cette Madame Bick. Madame Bick avait monté et était la référence scientifique d'une boîte crapuleuse, on retrouve encore Epstein d'ailleurs, qui s'appelle Ubiome, où on a découvert qu'ils avaient triché en disant au type, on va analyser vos selles, ce qui permettra de dire les maladies que vous allez avoir, vous allez être grand, petit, intelligent, ce qui est délirant. Et c'était elle, comme la responsable scientifique de ça. Donc, ce qui a été un échec total. Ce truc a été fermé, visité par le FBI. Je ne sais pas comment elle est passée entre les gouttes. Toujours est-il que il se trouve que c'est un des derniers champs que j'ai inventé. J'ai été le premier à cultiver toutes les bestioles commensales du tube digestif. Donc, on a découvert plus de 30% des bactéries qui sont connues chez l'homme ont été trouvées dans mon laboratoire. Et donc, ça ne pouvait pas susciter son amitié, elle qui était une ratée de la microbiologie commensale du tube digestif. Toujours est-il qu'ils sont acharnés à essayer d'expliquer que je n'avais pas le droit de regarder s'il y a des bactéries dans les selles sans passer par un CPP, par un comité de protection des personnes, ce qui est une ignorance totale de la loi, du droit sur lequel nous vivons, qui est le droit romain remis à jour par Napoléon, qui dit que les déchets n'appartiennent à personne. C'est une grande base de la loi qui a été reprise à plusieurs reprises, reconfirmée par le Conseil constitutionnel en 1976, reconfirmée par le ministre Brown, à qui on a fait poser la question. Les déchets n'appartiennent à personne, pas plus les excréments que l'urine, que les crachats. Tout ça, en latin, pour les latinistes, s'appelle res derelicta, res nulla. Ça veut dire les choses qui sont jetées n'appartiennent à personne. D'accord ? C'est la loi. Et c'est une loi, c'est la plus ancienne, qui n'a jamais été un truc. Elle s'impose à toutes, y compris les dérivés des lois postérieures, tant qu'elles ne remettent pas en cause, vous connaissez le droit un peu, ne remettent pas en cause la loi initiale, eh bien c'est la loi initiale qui fait droit. Donc c'est assez intéressant, ils ne connaissent pas ça, mais quand on écrit ça,
Eh bien, des journaux comme le groupe Nature nous disent, mais nous, on s'en fout, on a nos propres règles. Je dis, très bien, mais vos règles, montrez-nous ce qu'étaient vos règles au moment où nous avons reçu, où vous nous avez publié, parce que vous nous avez publié quand même. Donc, si vous aviez ces règles, vous auriez dû les appliquer. Et ils répondent pas là quand c'est comme ça. Donc, on est dans une situation de dictature, si vous voulez, pure et simple, de faites ce que l'on vous dit, ou sinon, on essaiera de vous détruire. Donc, et c'est ça qu'on voit. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment que cette crise amène une espèce de lucidité. C'est pas vrai que les journaux scientifiques veulent faire de la science, ils veulent faire de l'argent et maintenir leur monopole. C'est pas vrai que l'industrie pharmaceutique veut le bien des gens, elle veut faire de l'argent, elle le fait très très bien, ça marche extrêmement bien, pour un service rendu qui est infime. C'est-à-dire, si vous regardez quels sont les médicaments qui ont changé quelque chose de significatif, pas les toutes petites poches, pas les tout petits domaines dans le 21e siècle, c'est peanuts. Mais en revanche, bien sûr, si vous supprimez des médicaments, le traitement de la goutte a été supprimé en France, vous vous rendez compte, c'est un truc qu'on utilisait depuis 50 ans. Ouais. C'est inouï. Vous avez les antibiotiques de base qui ne sont plus disponibles, qui ont été éliminés sur des raisons fantasques. Et on dit qu'il faut des nouveaux antibiotiques alors que les anciens marchent très bien. D'accord ? Donc, et une des fantaisies pour lesquelles j'ai été attaqué par Mediapart, il y a des gens... Il y a des gens contre qui vous ne pouvez pas porter plainte en France. Mediapart n'a porté plainte, n'a jamais été instruit. Hirsch, vous savez, 2 fois, il s'est permis de dire que j'avais fait un faux témoignage devant l'Assemblée nationale. Enfin, c'est quelque chose de grave. J'ai porté plainte, attendez, c'est diffamatoire et calomnieux. 2 fois, je voyais ça au tribunal de Paris, 2 fois, la lettre recommandée n'a pas été reçue. Donc il a fallu que mon avocat, 2 fois, il a fallu que mon avocat la porte. Et alors, la première fois, et la deuxième fois, le procureur a balayé ça. La première fois, il a balayé ça d'un revers de main. Il n'y a pas l'évidence. On a fait appel. Et en appel, il nous a dit non, c'est vrai, mais enfin, dans le contexte, tout le monde était âgé. Bien sûr, on peut penser que c'est de la diffamation, mais dans le contexte, tout le monde était énervé. Donc, on peut aller, hop, on blanchit ça aussi. Donc, on avait le droit de dire il y a des gens qui ont le droit de dire ça en public, à la télévision, devant des millions de personnes. Et on ne peut pas leur reprocher parce qu'il est un peu nerveux, parce que M. Hirsch est un peu nerveux. Parce qu'il faut dire que M. Hirsch, il avait dit une série de bêtises qui étaient assez cocasses, en particulier quand il avait dit à la télévision, vous savez, l'hydroxychloroquine, on n'a jamais donné ça à un être vivant. Ce qui est quand même un sommet quand même, d'ignorance, de bêtises. Mais lui, il est au-dessus des lois, il est classé sans suite. Vous voyez, donc quand même, on a vécu là des choses auxquelles on croyait et qui on est un peu triste de voir parce que si vous enlevez le Nobel, vous enlevez le Lancet, vous enlevez le New England Journal of Medicine, vous enlevez Nature, vous enlevez le bénéfice de l'industrie pharmaceutique qui nous sauve tous les jours, tout ça, à la fin, si vous voulez, ça laisse quand même un goût amer dans la bouche, quand même. Évidemment, ça ne peut que laisser un goût amer dans la bouche. Vous avez... mais alors, sur le dossier Epstein en même temps, c'est moi ce qui me marque, c'est le degré de corruption d'un nombre toujours plus important des personnalités. Est-ce que ça, même si vous expliquez que vous avez ouvert les yeux avec la crise Covid, avec un certain nombre de problèmes qui vous ont été, est-ce que vous attendiez à ce point, à ce niveau-là de corruption ? Il y a deux niveaux de réponse à ce que vous posez comme question. Je m'excuse. Le premier, c'est on ne peut pas, sauf à devenir comme Suran, si vous voulez, on ne peut pas passer sa vie à être lucide. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. J'avais dit ça, vous savez, la première fois que j'ai été vraiment... que j'ai vu comment fonctionnaient les institutions de ce pays, les ministères de ce pays, je m'en suis retiré et puis j'ai jamais voulu le faire ultérieurement. Très bien introduit dans ce monde. Et ensuite, quand j'ai été chargé de mission au ministère, moi, je suis revenu et j'ai dit à ma femme, tu sais, on peut être cocu, mais on n'est pas obligé de le savoir. Vous voyez, je pense ça. Certes. Et donc, si vous voulez, finalement, si j'avais pas été contraint, je voulais pas m'y intéresser. Moi, j'ai rompu tous les ponts
financier ou de contact social avec l'industrie pharmaceutique à partir de 1999, le jour où quelqu'un m'a dit on peut acheter qui on veut. Je dis voilà, je suis parti au milieu du repas, je ne veux plus vous parler, je ne parlerai plus jamais aux gens qui pensent comme vous. C'est bien possible pour beaucoup de gens, mais enfin, dans ma famille, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et donc, mais à partir du moment, vous savez, on était le seul endroit, le seul endroit médical où la visite médicale était interdite quand même, hein, en France. Hein. Donc il y avait un rapport de la Cour des comptes qui disait aux doyens, mais vous vous préoccupez pas du fait que les types viennent faire du marketing à l'intérieur, auprès des étudiants en médecine dans les hôpitaux. Nous, on était le seul où la visite médicale était interdite. D'accord ? C'est spécial quand même, vous voyez. Donc j'avais quand même une immense méfiance. Moi, j'avais pas besoin de la visite médicale pour faire la formation continue. On la faisait nous-mêmes, la formation continue, vous voyez. Et donc, chez nous, vous avez regardé, d'ailleurs, enfin, vous n'avez pas regardé, mais quand on a commencé à regarder, malheureusement, tous les sites que j'ai cités, on pouvait regarder assez simplement, petit à petit, ils sont complexifiés ou éliminés, ou on ne peut plus regarder. Mais à l'époque, il y avait Eurofordocs, si vous voulez, qui reprenait toutes les données qui sont inutilisables directement du ministère de la Santé, sur la transparence santé. Et on avait montré que chez les infectiologues, les seuls qui ne touchaient pas d'argent, qui n'avaient pas touché d'argent dans les 6 dernières années, étaient à l'IHU de l'industrie pharmaceutique, les seuls. Donc, c'est un phénomène généralisé dont j'ignorais même l'importance. Parce qu'il y avait des sommes qui étaient... celui qui avait été le plus agressif, qui m'avait menacé de mort, il avait touché 600 000 euros quand même. Hein. Donc, ce qui, sur le plan légal, est limite, d'ailleurs, parce qu'un fonctionnaire ne peut pas faire plus que doubler son salaire avec le privé, théoriquement. Hein. Donc, il y a des choses là sur lesquelles on se pose vraiment... on voit vraiment que c'est possible, mais on ne tient pas nécessairement à connaître toutes les dérives. Donc, on n'y est pas concerné, sinon on devient fou à faire tout ça. Donc, après, maintenant, je sais bien, si vous me demandez ça, parce que j'aime beaucoup l'histoire, que je connais bien l'histoire des phénomènes de cette nature dans l'histoire, il s'en est produit. Hein. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Si vous voulez, cette déliquescence de la société à un moment, à la fois vous avez un échappement des mœurs et de l'argent, c'est arrivé. C'est pas bon signe. En général, ça se passait un peu comme ça avant la Révolution, si vous voulez. C'est pas plus entièrement par hasard. Hein. Les histoires qui circulaient sur les histoires de derrière ou la faillite financière, vous savez, avec Turgot, Necker, etc. Tout ça, à la fin, ça mène à la Révolution quand même. Hein. Donc, ces phénomènes existent. Donc, on sait bien qu'ils existent. Comme je vous ai dit, comme je l'ai écrit dans un autre de mes livres qui s'appelle Homo chaoticus, les grandes, comme les grands, que ce soit Spengler ou Toynbee, qui sont les grands historiens des civilisations, ont décrit ça. À partir d'une certaine taille, les choses s'écroulent. Voilà. On n'arrive plus à les manager, qu'il s'agisse de l'Empire romain, l'Empire inca, l'Empire aztèque, l'Empire de Gengis Khan. C'est trop grand. Au bout d'un moment, ça s'écroule. C'est comme ça. On n'arrive plus à... Il y a une dimension à partir de laquelle on n'arrive plus à bien gérer les choses. Ouais, une masse critique. Ouais. Et donc, contrairement à ce que a été la tendance ces dernières années, au contraire d'une monopolisation et d'une création too big to fail, trop gros pour retomber, en réalité, plus c'est gros, plus ça a de chances de tomber. En réalité. Alors, tant que c'est protégé par les structures périphériques, on peut croire que ça marche, mais vous voyez, c'est une bonne expérience. C'est l'expérience de Naouri qui a, pour pouvoir ne pas tomber, il a continué à acheter tout ce qu'il y avait en étant financé par les banques, hein, jusqu'au moment où, quand même, comme ça marche toujours pas, il faut bien que ça s'arrête. Voilà. Vous voyez, donc, cette course en avant d'acheter pour grossir en disant, mais si je grossis encore plus, ça va tenir. Bon, c'est pas sûr. Hein. Vous regardez Stellantis, ça grossit, puis on n'est pas sûr que ça va vraiment tenir. Vous voyez. Donc c'est cette notion là il faut grossir pour pouvoir parce que quand on a une taille comme ça, les enjeux sont tels. Les types disent mais on est compte si ça truc, on va mettre 100 000 personnes au chômage quand même. Bon, il n'y a pas moyen de tenir ce truc et donc rajouter de l'argent, empêcher que ça tombe, dispenser de payer les impôts. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous voyez, pour empêcher des trucs qui sont devenus si énormes et avec un poids social si important pour empêcher que ça tombe.
Et donc, malheureusement, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de situations dans ce domaine-là, vous voyez. Hmm. Euh, alors, un des éléments que vous notez souvent, c'est aussi, parce que d'ailleurs les systèmes extrêmement complexes et massifs ont des problèmes de diffusion de l'information. Aujourd'hui, on est dans une logique d'information avec une logique dictatoriale, c'est-à-dire la volonté de contrôler à tout prix les réseaux, et on l'a pu le voir encore dernièrement, au prétexte, aux mille et un prétextes que un certain nombre de politiciens trouveront pour les contrôler. On voit les effets que ça peut avoir, par exemple, sur les politiques vaccinales, où il y a un contrôle. Il y a eu en tout cas, même si aujourd'hui la bride s'est un peu détendue, un contrôle massif. Est-ce que ça peut être considéré aussi comme justement un élément du déclin de nos sociétés, c'est-à-dire cette incapacité aujourd'hui à avoir une transparence de l'information? Oui, c'est-à-dire, je me suis exprimé plusieurs fois là-dessus, et puis je m'exprimerai encore bientôt, je vais avoir un livre qui va sortir. Globalement, à tort ou à raison, nos sociétés à nous ont été marquées intellectuellement par la dialectique, le débat, le dialogue. Si vous n'acceptez plus le débat, la dialectique, si vous voulez, en réalité, vous rentrez dans un monde qui n'a pas été notre monde à nous, qui a été un monde qui est, historiquement en tout cas, qui est un monde dictatorial dans lequel la vérité appartient à un côté. Et je ne veux pas reciter des exemples parce que j'en cite plusieurs dans mon livre à venir. Quand on croit tenir la vérité et qu'il n'y a plus de débat, si vous voulez, ça amène toujours à des désastres qui sont extraordinaires, qui se chiffrent. Encore une fois, je ne veux pas anticiper sur mon prochain livre, mais qui se chiffrent quand on fait des erreurs comme ça scientifiques en étant sûr qu'on a raison, ça se chiffre en dizaines de millions de morts. Donc, se tromper sans contre-pouvoir intellectuel et sans contre-pouvoir tout court, ça peut amener à des désastres d'une nature qu'on a déjà vu dans l'histoire du monde. Donc, il faut être extraordinairement attentif à ça, maintenir un débat contradictoire. Et donc, et c'est très, très important. Bien sûr, moi, j'ai vécu. Moi, je sais que les rares qui m'interviewaient me prévenaient, il faut parler ni l'hydroxychloroquine ni du vaccin. C'est interdit, parce que sinon, il y avait la chaîne allait être punie. Allez sauter. Ouais. Voilà, c'est interdit. Donc la contradiction est interdite. Ouais. Et donc vous voyez des neuneux, moi j'appelle ça des neuneux, qui tapent sur la table, c'est la science, en me parlant de sujets dans lesquels j'étais le plus connu au monde quand même. Donc j'étais un peu réservé sur le point sur lequel où trônait la science. Ouais, je n'étais pas sûr. Si vous voulez, que des gens qui avaient jamais fait de maladies infectieuses, jamais travaillé sur des épidémies. Moi, j'ai fait l'investigation de moins 5 épidémies dans le monde. Donc, je ne suis pas comme Nathan Wolf, là, qui s'est proclamé chasseur de virus, si vous voulez, mais il n'a pas chassé beaucoup. Hein. Donc, si vous voulez, je suis frappé de voir que, d'une certaine manière, pas entièrement, parce que ça ne marche pas entièrement, parce qu'avec un peu de recul, une fois que vous avez passé le temps de la sidération, il y a le temps du doute quand même qui vient. Ouais. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on arrive à empêcher vraiment les choses de sortir. Vous voyez bien le stalinisme, qui était quand même une époque assez énergique dans la censure, si vous voulez. Il y avait les petits papiers là, qui circulaient. Les gens, j'ai connu beaucoup de gens. Ça a mis date. J'ai connu beaucoup de gens. Les gens parlaient dans la cuisine. Donc, puis c'est Alexandra Zveltanova a écrit ça. Voilà, les gens parlaient dans la cuisine, et ils pensaient que les voisins entendaient pas, sinon les voisins pouvaient vous dénoncer si vous avez dit quelque chose. Ça n'a pas empêché Solzhenitsyn. Mais déjà à l'époque, vous voyez, déjà le monde a toujours été la cible. C'était le Monde et l'Express, la cible du contrôle de l'information. On sait ça maintenant que l'URSS a payé pendant des années des journalistes au Monde et à l'Express. Vous savez ça, hein, ça a été publié, ça a été quand les archives du KGB et de la Stasi ont été ouvertes. Et même récemment,
encore l'ancien directeur de l'Express l'a exprimé clairement en disant qu'effectivement, il avait toujours été pro-russe, reçu de l'argent d'abord de l'URSS, après de la Russie. Et c'est ceux qui sont actuellement les plus excités en disant que les Russes, peut-être parce qu'ils les payent plus, les Russes sont des méchants. Peut-être. Parce qu'ils sont payés quand même. Le monde, quand même, c'est payé par Bill Gates, quand même. Il y a aussi 1 million par an de Bill Gates, quand même. Donc, si vous voulez, là aussi, les conflits d'intérêts, si vous voulez, la notion de conflit d'intérêts, de dire, écoutez, et vous le voyez d'ailleurs, j'ai été frappé de voir, c'est connu, parce que j'avais invité dans mon conseil scientifique le type qui a le plus travaillé sur les conflits d'intérêts aux États-Unis et qui avait passé un an de sabbatique en France. Il avait dit la France est un des pays dans lequel la notion de conflit d'intérêts est la plus obscure. Personne ne sait ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. Et c'était frappant parce que si vous avez interviewé, vous avez vu l'interview de Jack Lang. Moi, j'ai rien contre Jacques Lang comme politique. Hein. Je trouve que c'est un assez bon ministre, aussi bien de la culture que de l'enseignement supérieur. C'est un type assez. Enfin, il faisait bien les choses, il a fait avancer les choses, donc je n'ai rien à dire contre lui. Après, c'est autre chose, on parle d'autre chose. Et quand on reçoit des sous et des sous et des sous et des sous, finalement, quand on lui dit, mais enfin, vous ne pouvez pas recevoir de l'argent comme ça, il y a bien des gens qui vous demandent quelque chose en échange, parce qu'on ne vous paye pas pour rien. Et il a pris un air scandalisé en disant mais la vraie générosité, ça existe. Non mais bien sûr. Non, mais de la même manière, moi j'ai entendu des collègues quand on avait levé quand même le problème des conflits d'intérêts qui n'avaient pas 100 000 euros en disant mais attendez, non mais moi ils m'ont payé pour faire un travail et puis j'ai fait ce travail et puis c'est fini, j'ai pas de conflit d'intérêts. Et après vous voyez qu'ils se tutoient, qu'ils partent ensemble en voyage, qu'ils mangent ensemble parce qu'ils font d'autres ensemble. Vous voyez, mais donc, cette pseudo-naïveté dont on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est simplement un voile devant les yeux qu'ils ne veulent pas enlever, de dire il n'y a pas... Ou de la mauvaise foi. Ou de la mauvaise foi, j'en sais rien, parce que quand les gens, vous savez, comment dire, quand les députés ou les élus ont des assistants parlementaires. Ils ont pris tellement l'habitude de considérer que c'est des avantages en nature et que finalement on leur payait quelqu'un qui pouvait leur servir à quelque chose. Il y en a qui l'ont donné à leur femme, d'autres à leur maîtresse, d'autres à leurs militants, d'autres à leur... Vous voyez en disant mais j'en fais ce que je veux, on me donne pour faire ce que je veux. Donc il n'y a pas de raison, ni qu'on les trie, ni qu'on regarde s'ils ont un casier judiciaire, ce qui ramènera à des phénomènes récents. Vous voyez, est-ce que c'est quand même, on voit bien qu'il y a un monde dans lequel on a fini par penser que la loi ne s'appliquait pas vraiment, que c'était pas factuel ce qu'on leur demandait. On leur dit, on ferme les yeux dessus parce que finalement c'est des avantages en nature. Et il y a beaucoup dans ce monde, et pas que dans celui-là. Hein, moi, dans mon monde médical, j'ai bien vu ça aussi. Que les gens ne pensaient pas que le conflit d'intérêts était factuel. Et les pires que j'ai vus, c'est ceux qui bouffaient le plus à tous les râteliers. Ils disaient mais je ne peux pas avoir de conflit d'intérêts puisqu'ils me payent tous. Donc je suis avec les. Ben voilà, bien sûr, voilà. Et si vous leur dites mais si tu fais la promotion d'aucun produit, alors les gens qui sont pour aucun produit, je ne sais pas, l'État ne te paye pas plus, il te paye pour ça, il te paye déjà. Tu n'as pas besoin qu'on te paye pour faire la promotion des produits, parce que tu es payé pour faire ton métier. Mais c'est inaccessible, vous voyez, c'est pas accessible. Donc c'est très intéressant de voir qu'effectivement, c'est des dérives collectives, si vous voulez. Donc collectivement, les gens comprennent mal, si vous voulez, qu'on leur dise, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est hors la loi. Vous savez, la Cour des comptes n'a pas voulu dire qui c'était, mais je me doute de qui c'est. Quand la Cour des comptes a inspecté l'INSERM, eh bien, elle a trouvé qu'il y avait des directeurs de recherche de l'INSERM qui faisaient des gages pour l'industrie pharmaceutique. Or, à part s'ils sont médecins, pour lequel il y a une exception, ils n'ont pas le droit de faire. C'est illégal, comme fonctionnaire, d'aller faire des gages pour l'industrie. Quand vous êtes un fonctionnaire, vous n'avez pas le droit. Mais ils l'ont fait quand même. Et la Cour des comptes ne l'a pas poursuivi. Ils n'ont pas fait l'article 40 fantaisiste comme moi. Ils ont essayé de me faire l'article 40. Je disais bonjour à la dame. Donc, si vous voulez, le maniement de l'article 40 comme menace, c'est un grand truc qui est d'ailleurs une évolution très particulière. Excusez de faire une digression.
une évolution très particulière de notre société que j'avais pas vue avant. C'est on vit dans une société dans laquelle on passe notre vie à être menacé. Vous voyez, je vois par exemple là dans les Alpes de Haute-Provence, maintenant, ils ont acheté, je ne sais pas ce que ça a coûté ce truc, je ne veux pas savoir comment ça a été fait, mais alors ils ont des super machins pour le tri, là, ça a dû coûter une fortune ce truc, il y a dans tous les villages, il y en a partout. Et il y a des pancartes dessus en disant, si vous déposez des déchets au truc de ça, vous risquez une peine de 2 ans de prison. Non mais vous vous rendez compte, la menace qu'on vous fait, s'il faut poser un sac poubelle au mauvais endroit, mais vous vous rendez compte du monde dans lequel, jusqu'à quel point on peut vous menacer, mais même Staline n'aurait pas osé faire un truc pareil. Enfin, on vit dans un monde de menaces. Vous De regardez menaces. dans le métro, on dit si vous perdez, si vous laissez un sac, vous risquez la prison parce que vous aurez oublié un sac, parce que non mais si vous voulez, entre la peur et le tri écologique, on est capable de vous menacer de mort. Enfin, c'est quelque chose de fou. On est arrivé à une société de la menace qui est quelque chose. Et bien sûr, moi, c'est ce que j'ai vécu. Vous vous rendez compte que quand avec mes collaborateurs, on a fait une publication qui est la plus grande publication au monde sur le traitement initial et en hospitalisation du Covid, le ministre les a tous menacés de les poursuivre, ce qui fait que tous les gens qui sont craintifs ont dit, écoute, nous, retire-nous du papier, on veut pas y être. Moi, je dis, moi, je vais publier moi je m'en fiche, moi, ils me poursuivront, on verra bien. Mais c'est inouï, cette stratégie de la menace, De la qui menace. est d'ailleurs extraordinaire dedans, dans cette histoire des traitements, c'est que, alors qu'on a fait vérifier toutes les étapes par des huissiers, parce que sinon il y a tous les menteurs de la télévision qui disent mais il y a des morts cachés, ils n'ont pas inclus tout le long. Donc on a mis des huissiers à tous les étages et jamais personne de l'État n'est venu regarder ce qu'on avait fait. Les résultats, c'est la médecine à la fin. Non, ce qui comptait, c'est on voulait pas que vous le fassiez. Et dedans, en réalité, il n'y a rien d'illégal. Bien sûr, parce qu'on est prudent. Il y a que les gens qui obéissent tout le temps qui ne sont pas prudents, parce qu'ils risquent rien. Il faut vraiment aller les chercher. Ils sont obéissants, personne ne va les poursuivre. Vous voyez. Mais quand vous êtes désobéissant, vous avez l'habitude de prendre des précautions quand même. Sinon, vous ne durez pas longtemps. Donc, c'est très intéressant de voir le déni absolu, le refus absolu de regarder. C'était très intéressant. Et donc, et on a vu ça défiler, des ministres, il y avait Rousseau, au moment où AstraZeneca a été supprimé parce qu'il donnait des thromboses et que enfin, le New England a enfin accepté de publier que AstraZeneca donnait des thromboses, des troubles de la coagulation, il y avait le ministre Armand Rousseau qui disait il n'y a pas d'effet secondaire des vaccins quand même. Et en disant qu'il fallait être fou pour dire qu'il y a des effets secondaires des vaccins. Donc, le mensonge ou l'ignorance à ce point-là et l'absence absolue, l'interdiction absolue de porter la contradiction est quelque chose qui est terrifiant. Enfin, c'est très, très intéressant. Alors justement, par rapport aux effets indésirables de la vaccination Covid, dont vous avez beaucoup parlé ces derniers temps, est-ce que donc déjà, est-ce qu'il y a de nouvelles études? Et puis aussi, est-ce que ceux qui devraient être alertés, vos collègues, vos pairs, sont aujourd'hui, est-ce qu'ils regardent ou est-ce qu'ils continuent à détourner le regard? On a l'impression, et en France en particulier, contrairement à ce qui peut se passer par exemple avec Robert Kennedy Jr., que la politique de l'autruche reste la politique la plus répandue dans notre pays. Vous savez, vous aurez des difficultés à faire reconnaître à quelqu'un qui s'est trompé quand il s'est trompé publiquement, que c'est enregistré, que c'est disponible sur les vidéos, parce que là, il y a des gens qui s'amusent à ressortir, regarder, ils disaient ça, c'est des bêtises, c'est des bêtises, c'est des bêtises. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, aussi bien maintenant la FDA que le CDC font des travaux là-dessus, rapportent des données là-dessus, et très bien. Et après, on ne pourra pas échapper au fait d'utiliser les mêmes données pour réfléchir. On sera bien obligé. Donc, quand même, la tempête, si vous voulez, comme il y a quand même un lien qu'on voit grâce à l'affaire Epstein entre la manipulation de la presse scientifique, la manipulation des institutions de recherche. Si vous voulez, quand même,
si vous voulez, tout ça, à un moment, le ciel va se dégager. Que ça vienne d'un endroit ou que ça vienne de l'autre, le ciel va se dégager. Mais actuellement, aux États-Unis, moi, je trouve qu'il se passe quelque chose qui est très, très intéressant, aussi bien la réflexion sur les vaccins. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, sur les vaccins, moi, d'abord, j'ai écrit un livre sur les vaccins qui montre qu'on peut avoir une position, je m'excuse de dire ça, de faire une insulte à ma modestie, mais enfin, on peut avoir une position intelligente sur les vaccins, sans dire tout est mauvais ou tout est bon. Il faut dire non, il faut regarder au cas par cas, quel type de vaccin, dans quelle situation, pour qui, à quel âge, est-ce que c'est nécessaire de le faire à la naissance, est-ce qu'on peut attendre 5 ans, tout ça, c'est des réflexions, on a le droit de réfléchir. Eh bien, c'est très intéressant. Je dis souvent, j'avais été interviewé par Villani quand il dirigeait l'OPEC là, sur la seule question qu'on se posait en France, c'est pourquoi les gens ne veulent pas faire ce qu'on leur dit. Donc, c'était intéressant d'ailleurs comme question. La seule question, c'est ils devraient le faire parce qu'on sait ce qui est bon pour eux, et pourquoi ils ne le font pas. Et moi, j'ai dit à Villani, vous savez, dans l'OCDE, il y a 23 programmes de vaccination différents. Comment vous pouvez être sûr que c'est en France qu'on a le bon ? Oui. Et donc, c'est ce qu'a fait Kennedy, très intelligent. C'est la preuve que lui, c'est un homme politique. Moi, je ne suis pas un homme politique. Hein. Il a fait un truc de très intelligent. Tout le monde dit « Oh, il est anti-vax, etc. » Il a regardé dans tous les programmes vaccinaux du monde et il a choisi celui du Danemark. Il a dit « Écoutez, je vais faire comme le Danemark. Ouais. » Et donc, on ne peut plus dire qu'il est anti-vax maintenant, parce qu'il dit « Je vais faire la politique vaccinale du Danemark. » D'accord ? Oui. La politique vaccinale du Danemark, c'est la moins agressive de toutes. C'est la plus modeste, d'accord ? Elle doit faire un tiers de vaccins en moins que la politique qui était ces derniers temps aux États-Unis. Donc, vous ne pouvez pas dire que tous les Danois sont anti-vax, quand même, vous voyez ? Donc, il a trouvé une solution politique intelligente, vous voyez, qui est celle d'un politique, c'est intelligent. Voilà, c'est intelligent. Moi, je revendique l'idée du changement de nature du Coca-Cola qui n'utilise plus le maïs transgénique enrichi en fructose, si vous voulez, en saccharose, mais ils n'ont pas dit que, ils ont bien fait de ne pas le dire. Moi, j'ai expliqué que c'était ça la plus grande source des maladies hépatiques actuellement aux États-Unis. Donc, ce qu'on appelait d'abord les stéatoses non alcooliques, on appelle ça maintenant les affections du foie métabolique. C'est dû en grande partie au fait qu'aux États-Unis, on utilise ces sucres enrichis en fructose, et nous, on a montré ça. On a montré que la transformation d'alcool de ces sucres-là était 4 fois plus importante que celle du sucre de canne. Mais c'est des politiques, et donc Trump a réussi à faire changer ça à Coca-Cola en disant c'est pour avoir l'ancien goût du Coca-Cola. Tant mieux, moi je m'en fous. La manière dont on atteint l'objectif, moi, m'indiffère, c'est le savoir-faire du politique, c'est de rendre, je crois que c'est Chirac qui dit ça, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est ça, le jeu du politique, c'est pas de dire ce qui est nécessaire, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Et là, on voit bien qu'on est dans une situation dans laquelle on n'est plus capable de rendre possible ce qui est nécessaire. On voit bien, il n'y a pas de majorité, on se dispute, les gens savent plus ce qu'ils font. Enfin, c'est terrible, hein, une situation là de déséquilibre politique qui est très, 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 très embêtante. Mais je suis, de ce point de vue-là, assez optimiste. Je trouve que ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez raisonnable. On est en train d'avoir, il y avait très bien, il y a un contre-pouvoir. On voit bien que tous ceux qui sont nourris par l'association professionnelle, faut reconnaître les choses, les associations professionnelles sont subventionnées. L'industrie pharmaceutique a compris que c'était là que ça se jouait. Donc, les associations professionnelles sont inondées d'argent. Hein. Et donc, bien sûr, ils pionnent parce que si vous leur enlevez ce qu'ils bouffent, ils ne sont pas contents parce que c'est ça qui paye tous les voyages, tous les congrès, tous les déplacements. Et donc, si vous coupez, vous savez, c'est pour ça que les États-Unis, moi j'ai toujours eu un doute sur la capacité des États-Unis. J'ai toujours pensé que si ça devait rebondir, c'était là. Aux États-Unis, vous avez les plus grands congrès de ma spécialité, quand j'étais jeune, étaient aux États-Unis. Oui. Et qu'il y avait 20 000 personnes qui étaient là, avec des stands de l'industrie pharmaceutique monstrueux, et puis des cadeaux de l'industrie pharmaceutique, etc. Et puis il y a quelques États, parce que ils ont la chance d'avoir une république fédérale. Moi, je voudrais bien qu'on ait ça. Moi, je voudrais bien que Marseille ne soit pas dépendante de Paris. Hein. Je trouve que je ne suis pas d'accord du tout avec les Parisiens. Ils n'ont pas mes mœurs, ils n'ont pas mes habitudes, on n'est pas les mêmes. Et donc, ils sont comme ça aux États-Unis, et donc il y a 5 ou 6 États dans lesquels les conflits d'intérêts
sont tellement claires que vous n'avez pas le droit d'accepter de boire un café gratuitement. D'accord ? Et donc, vous aviez devant ces stands, alors bien sûr, la conséquence pour ces congrès, c'est qu'ils ont perdu les 2 tiers de leurs participants, puisque tous les participants qui venaient étaient payés par l'industrie pharmaceutique et que c'est devenu interdit dans plusieurs États, dont le Massachusetts, qui est quand même là où il y avait Boston et tout, donc ils n'avaient plus le droit. D'accord ? Et donc, ça s'est tourné où ? Vers l'Europe, parce que le grand congrès européen de maladies infectieuses, du coup, lui, a augmenté de volume de manière extrême, alors qu'il était tout petit, il est beaucoup plus gros maintenant que les Américains, parce que là, vous pouvez payer tout ce que vous voulez, les conflits d'intérêts, tout le monde s'en fout. D'accord ? Mais là-bas, vous pouvez aller jusqu'à... Et donc, sur les stands de l'industrie pharmaceutique, on distribuait des cafés gratuits, mais il y avait marqué, si vous venez, donc vous avez une étiquette avec l'endroit d'où vous venez, donc si vous venez du Massachusetts, de trucs, eh bien, vous ne pouvez pas prendre un café, vous n'avez pas le droit. Donc, la notion de conflit d'intérêts était quelque chose qui était assez clair aux États-Unis. Donc, ça va revenir d'une manière assez... Et puis, ils avaient Milton Friedman, qui est quand même un grand libéral, mais qui n'avait pas de doute sur la capacité de corruption. Être libéral, ça ne veut pas dire qu'on est pour la corruption. Donc là, l'idée que le libéralisme, ça mène à la corruption, non, mais le libéralisme sans contre-pouvoir, bien sûr, c'est la corruption. Mais il n'y a pas que le libéralisme qui a la corruption. Dans tous les pays communistes, toutes les dictatures sont corrompues, enfin... Donc, le libéralisme ne va pas sans un contrôle. S'il n'y a pas un contrôle des flux financiers, des positions financières, vous savez bien, enfin, moi, je sais jusqu'à quel point ce pays est corrompu. J'ai fait des bâtiments. Moi, dans ma jeunesse, j'étais président d'université. Attendez, le niveau de corruption du bâtiment, c'est quelque chose d'inouï. Ah oui. Ah oui. Sans malice. Moi, le premier truc que j'ai fait construire, le type qui avait eu le marché m'a téléphoné en disant on fait 5% de travaux chez vous. Hein. Mais sans malice, le type ne me connaissait pas. Ça veut dire que c'était, vous voyez, c'est comme le truc des assistants parlementaires. C'est tellement banal, c'est tellement notoire que les types n'ont aucune retenue. Donc le degré de corruption était absolument inouï. Ça, c'est sûr. Oui. Il y a une corruption incroyable, entre autres dans le bâtiment, ça c'est évident. Mais alors, est-ce qu'il y a... J'aimerais peut-être terminer cet échange, professeur, avec justement vos pairs, parce que... et c'est des questions qui reviennent dans le chat, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, des professeurs, des médecins parce qu'ils ont pris conscience de tout ce qui... de la chape de plomb que nous subissons, eh bien aujourd'hui peuvent ou cherchent à s'exprimer plus librement, ou bien est-ce qu'ils sont toujours aussi pusillanimes à donner un point de vue qui n'est pas celui communément admis? Si vous voulez, je ne crois pas que les choses puissent changer avant un an. Pour une raison, c'est que ce que j'ai mesuré, c'est un sens qui me manque un peu. Je suis pas d'une nature très craintive, et donc je ne mesurais pas l'efficacité de la peur. La peur, c'est inouï. Voilà, et d'ailleurs, c'est idiot, c'est parce que je voulais pas le voir, parce que là aussi, vous regardez l'histoire. Moi, je peux dire que quand même la chose la plus, moi qui ai horreur de prédire, mais comme le disait Marx, l'histoire se répète. J'ai trouvé depuis le début que ça ressemblait beaucoup à 1940. Et on a trouvé dedans, d'une part, la panique, surtout à Paris. Hein, les Parisiens, c'est les plus peureux de tous. Hein, c'est effrayant. C'est effrayant. Et ça date depuis longtemps. Déjà en 1870, les Parisiens sont partis au courant. Bien sûr en 14, bien sûr en 40. Peut-être qu'il est possible que toute la réponse militaire française ait été empêchée par les 10 millions de gens qui étaient sur les routes perdus de panique et de peur, si vous voulez, essentiellement venant de Paris et du Nord, qui empêchaient la circulation de toutes les armées. Hein. Donc, cette panique, c'est quand même un phénomène qui est probablement plus important, effectivement, dans les très grandes villes et qui est récurrent. Et donc, moi, je vous assure que pendant la pandémie, quand vous étiez à Paris, à Marseille, vous avez l'impression que ce n'est pas le même pays. Hein. À Paris, il n'y avait personne dans les rues. Moi, j'ai été convoqué 3 fois à la Haute Cour de justice. C'était incroyable. Vous étiez tout seul dans la rue. Hein. À Marseille, les types, ils se baladaient. Enfin, oui.
la vie continuait, un peu ralentie, mais enfin, la vie continuait. Et il y a eu moins de morts à Marseille qu'à Paris, pour dire la vérité, parce qu'il valait mieux quand même être capable de circuler, être testé et soigné, plutôt que de rester enfermé à la maison en attendant d'être essoufflé. Donc, il y a quand même la puissance de la peur est quelque chose qui m'a laissé étonné, et même maintenant, j'assure, même dans mes collaborateurs, il y a des gens qui ne veulent pas, quand il y a quelque chose, qui ne veulent pas y toucher parce que c'est trop dangereux. Ouais. C'est trop dangereux. Y compris, moi j'avais un projet sur le monkeypox, je sais pas, mes collaborateurs ont dit non, écoute, le monkeypox, on ne touche pas. Voilà. C'est trop chaud, il y a trop d'intérêt, il y a trop de trucs, on va se faire marteler, encore on va se faire. Vous voyez, on ne le fait pas. Donc on ne fait pas de recherche sur les sujets sur lesquels il y a des intérêts de cette nature, l'État qui s'en mêle, les associations, on ne le fait pas. Alors, c'est pas compliqué, on ne le fait pas. Donc la puissance de la peur, et cette peur n'est pas évanouie. D'accord. Il reste, c'est quand même extraordinaire quand vous dites, écoutez, j'ai fait une publication, que tout ce qu'il y a de légal, et les types disent, on va faire un article 40, on va vous envoyer en prison, on vous envoie, vous savez, ils ont envoyé quand même basé sur un faux, qui était le truc disant qu'on avait fait une étude illégale sur la tuberculose. Il a fallu 48 heures pour que les gens de la SM repartent la queue entre les jambes, rien du tout d'illégal. Tout ce qu'on prescrivait, c'était dans le Vidal. Donc, on ne peut pas dire que c'est illégal. Il y avait une AMM pour ce qu'on prescrivait. Donc, c'est très intéressant. Mais à partir de ça, quand même, ça y est, le ministre avait déjà décidé de nous envoyer 8 personnes pour essayer de déplucher tous nos trucs pour voir. On leur a donné 75 000 documents. Ils ont fait un torchon à la fin qui est une honte. Ils nous ont menacé, envoyé, signaler à la police des trucs qui font rêver. Enfin, c'est juste, c'est le zéro et l'infini. Si vous avez lu ça de Kostler, il faut le lire. Enfin, on est là-dedans. Donc les gens vous menacent. Leur grand truc, c'est l'article 40. Maintenant, ils ont découvert l'article 40. Ils vous menacent de ça. Donc, les gens ont peur. Ils ont peur. Les gens n'ont pas envie de. Quand même, moi, ils ont interdit à mon institut de faire de la recherche clinique, de la recherche médicale pendant 2 ans, 1 an et demi. Ouais. 2, moi, le ministre disait clairement, il faut virer le directeur de l'IHU. J'étais idiot parce que de manière, j'avais décidé de me retirer, de prendre ma retraite. 3, la production scientifique de l'IHU a été divisée par 2. C'était le centre le plus puissant au monde en termes de production scientifique. Ça a été divisé par 2. L'assistance publique qui s'est acharnée à virer toutes les têtes, à décapiter tout le monde, on dirait la Révolution française, décapiter tout le monde, a perdu je ne sais combien de millions parce que vous savez qu'une part du financement est fait sur les publications scientifiques qui s'appellent les SIGAPS. Et comme l'IHU produisait 20% de toutes les SIGAPS, il représentait 2% des coûts et 20% de la production scientifique. Comme ils produisaient 20% de tous les SIGAPS de l'assistance publique, ils ont perdu des millions. Mais ils s'en foutent de toute manière, parce que qu'il y ait 50, 70, 80 millions de déficit, ils s'en foutent complètement. On est dans un pays auquel la gestion n'a pas d'importance. C'est pas grave, c'est après moi le déluge de toute manière. Donc, quand vous avez ça au plus haut niveau de l'État, qu'on en est à perdre 1000 milliards d'euros, vous imaginez bien que les 80 ou 70 millions d'euros qui ont été perdus à l'assistance publique, tout le monde s'en fout. Donc, c'est un phénomène général d'absence de gestion et d'absence de résultats. Donc, et ce que l'on voit dans ces nominations, d'ailleurs, c'est le mépris de la compétence. On méprise la compétence. Donc, on dit, mais la compétence, on n'y croit pas, d'ailleurs. Ouais. On n'y croit pas. Ça n'existe pas. Donc, il vaut mieux mettre des copains que des gens compétents parce que, de toute manière, il n'y a aucune différence. Et l'analyse de la gestion, non plus. Le résultat, non plus. Ça ne compte pas. Si ça comptait, honnêtement, moi, je ne veux pas me mêler de choses qui ne me regardent pas, mais honnêtement, quand vous voyez ce qui s'est passé au Louvre depuis 6 mois, écoutez, honnêtement, dans un monde normal, on aurait dit à Adam, allez-vous-en, allez faire autre chose. Mais Parce évidemment. un directeur évidemment. de... Vous savez comment ça s'appelle un conservateur. Alors, si vous n'arrivez pas à... C'est ça, vous savez, c'est un conservateur. Donc, si vous n'arrivez pas à conserver ce que vous avez, il faut aller faire autre chose. C'est un autre métier. C'est pas un truc pour faire la noce avec les copains et les copines. Vous voyez ? Donc, c'est cette dérive, l'absence de réflexion sur la compétence et l'absence d'évaluation de la qualité de gestion dont
devrait être le rôle de la Cour des comptes, du Conseil d'État. C'est eux qui sont en charge de ça. Mais si vous y mettez que des deuxièmes couteaux dont vous ne savez pas quoi foutre parce qu'ils n'ont pas été élus, ou vous les avez virés d'un ministère ou virés d'un truc, et tiens, vous dites, tiens, comme l'eau de consommation, on te met 3 ans à la Cour des comptes, à la fin, ce que vous avez quand même, c'est pas des stars. Hein. Donc il y a une vraie question là de compétences, je ne sais pas, là aussi, on peut pas, maintenant avec l'expérience que l'on a, on peut pas dire juste, ça peut pas être juste le caprice du prince. Non, on n'est plus dans une monarchie absolue. Ça ne peut pas être juste le caprice du prince de dire tiens, je vais mettre là. Sinon, il va finir par nous mettre un cheval, si vous voulez, comme ministre. Vous voyez, c'est déjà arrivé dans l'histoire, ça, vous voyez. Oui, tout à fait. Écoutez, on a déjà passé plus d'une heure, bien 1h15 ensemble, cher professeur. Donc, est-ce que vous voulez encore dire un mot sur l'ensemble des sujets qui ont été évoqués ? Non, écoutez, moi je trouve que ce que l'on voit là, moi je suggère aux gens, si vous voulez, s'ils veulent avoir une information plurielle, bien entendu, ce qui est un enjeu extraordinaire, donc on voit bien d'ailleurs que l'État s'en soucie, donc en essayant de bloquer les informations alternatives. Bien entendu, je pense que l'état des journaux est tel qu'ils sont tous en faillite, et qu'ils tiennent debout simplement par des subventions d'État et des subventions entre autres de Bill Gates et de l'industrie pharmaceutique. Donc on voit bien que c'est les informations alternatives qui sont porteurs d'informations divergentes. On voit, je regarde aussi sur les chaînes télévisées, dans encore une fois mon prochain livre, j'ai dû beaucoup me renseigner sur la forme de l'information, parce que c'était un des éléments de ce que je voulais discuter. Vous voyez la vacuité totale. Moi, je vous assure, il faut regarder les titres. Enfin, vous le savez, vous êtes dedans. Vous regardez les titres des 4 ou 5 chaînes les plus regardées, et vous voyez, mais c'est complètement creux, mais il n'y a strictement rien dedans. Il y a le sport, donc c'est vraiment le pain et les jeux, le show business, le cinéma, quelques médisances sur les affaires des uns et des autres, de la commémoration. Je n'ai jamais vu autant de commémoration. En fait, on passe sa vie à commémorer. Un des sommets du ridicule. Beaucoup, les Jeux Olympiques, tant pis si les gens ne sont pas contents. D'abord, je ne crois pas une seconde que les Jeux Olympiques aient été rentables en France. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est un énorme mensonge. J'ai essayé de fouiller pour voir si c'était possible. Je crois que c'est pas vrai. Parce que j'ai discuté chez vous, là, chez les sauvages de Paris, là, je discute avec les gens normaux. Ils ont dit, mais on n'avait personne. Les taxis, personne, les restaurants, personne. Donc, je ne vois pas comment ça. Je ne vois pas comment ça pouvait être un succès. Ce n'est pas possible. Donc, ou bien alors, c'est des extraterrestres qui étaient là. Mais les humains, vraiment, ils n'étaient pas contents du tout. Donc, je n'y crois pas. Je pense que c'était une pantalonnade, cette présentation des Jeux Olympiques. Et alors, le sommet, c'est de dire on va faire la commémoration de 1 an des Jeux Olympiques. Ça, je ne l'avais jamais vu. Vous voyez, je ne sais pas si cette année, ils vont faire la commémoration des 2 ans des Jeux Olympiques. Maintenant, on va faire une fête nationale, vous voyez, pour les Jeux Olympiques. Les plus beaux jeux de tous les temps. Les Jeux de Paris, c'était les plus beaux. Donc, ça va remplacer le 14 juillet. Vous voyez, on aura la fête des Jeux Olympiques. C'est tellement ridicule, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement extravagant. Vous voyez, cette manie de la commémoration, je reconnais que ça avait commencé vraiment, la manie de la commémoration avec Hollande. Hollande avait commencé, c'est fou ce qu'il commémorait, cet homme. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on commémore? Mais c'est incroyable, on en est sidéré de cette commémoration, et ça traduit quelque chose de profond, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus confiance du tout à l'avenir. Je ne suis pas sûr que les gens aient tort de ne pas avoir confiance, mais en tout cas, du coup, il n'y a plus qu'une chose qui soit importante, c'est le passé, donc de commémorer le passé. Voilà. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, je ne suis pas sûr. Les informations parallèles existent. Moi, j'ai été très frappé dans ces conditions de voir le nombre de livres qui ont été écrits, qui n'ont pas pu être censurés, un nombre de livres qui portaient une réalité alternative, qui sont intéressants, vous voyez. Donc, les choses se faufilent. Et puis, moi, pour l'instant, on a accès. Donc, moi, l'information française, c'est une chose, mais vous pouvez regarder de l'information aux États-Unis. Vous pouvez même regarder de l'information russe, si vous voulez, parce que ici, on a fermé
RT, qui était la télévision russe, mais vous pouvez regarder l'agence TASS. D'ailleurs, vous regardez l'agence TASS et vous regardez l'AFP, le niveau de sérieux de l'agence TASS, c'est pas celui de l'AFP, parce qu'ils ne passent pas leur temps à parler que de sport, de show business. Donc, il y a de l'information politique et sociale intéressante. Donc, et après, ça permet effectivement de se faire une opinion par soi-même. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me digère mon opinion. Je me la fais. Si quelque chose m'intéresse, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais si quelque chose m'intéresse, j'aime bien avoir des opinions alternatives. Donc, Bien avoir sûr. les Trumpistes, les poutinistes, les macronistes, c'est pas, pas besoin d'aller bien loin pour les trouver, si vous voulez. Mais du coup, je me fais ma propre synthèse, si vous voulez, ma propre opinion. Voilà. Tout à fait. Absolument. Donc, on ne pourra pas empêcher l'information de diffuser. Après, si vous voulez, même si vous croyez leurrer les gens, je pense que vous allez avoir des surprises. Si vous croyez leurrer les gens, si vous pensez, vous avez quand même le degré de confiance que les gens ont dans notre presse et nos hommes politiques, il est ce qu'il est, mais il n'a jamais, de l'histoire, il n'a jamais été aussi bas. Ça n'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas un homme politique passé ou présent qui est pas 50%. Enfin, c'est jamais arrivé. Donc le plus haut. C'est pourtant le cas aujourd'hui. Et pourtant le cas aujourd'hui. Et donc ça traduit quelque chose, c'est qu'il y a une limite au degré d'intoxication, d'autant qu'encore une fois, la France est bien obligée d'être quand même poreuse. On ne peut pas empêcher, si vous voulez, la diffusion de toutes les télévisions, de toutes les informations du monde, ni les podcasts, ni les livres. Et donc, l'information continue à diffuser. Donc, il ne faut pas...